Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert. Alors, à l'occasion de la publication de la 5e édition actualisée et enrichie du guide de la commande publique, donc paru aux éditions Le Moniteur, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux de ses auteurs, Monsieur Philippe Mazet, délégué général du syndicat des entreprises générales de France, et Monsieur Jacques Fournier de Laurière, ancien président de la Cour administrative d'appel de Paris. Dans le cadre de ce webinaire, M. Mazet et Fournier de Laurière vont faire le point sur les nombreuses évolutions du droit de la commande publique intervenues en 2020 et sur les outils qui permettent d'élaborer un achat public de la relance durable et responsable. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions en cliquant sur l'onglet Questions dans le module GoToWebinar. M. Mazet et M. Fournier de Laurière, je vous laisse la parole. Merci Richard. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc le privilège me revient d'introduire en quelque sorte notre webinaire d'aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Je suis Philippe Mazet, le délégué général d'EGF, c'est-à-dire le syndicat des entreprises générales de France. En fait, qu'est-ce que EGF? C'est le syndicat des entreprises de BTP qui pratiquent l'entreprise générale et le marché global. Alors, c'est une quarantaine d'entreprises du BTP. Bien sûr, les trois majors, que vous connaissez tous, Vinci, Bouygues, Eiffage, mais aussi des ETI et des PME qui, finalement, ont en commun d'accompagner leurs clients de façon globale sur un projet en s'engageant sur un prix, des délais et une qualité globale. Et donc, nous sommes un syndicat qui a tendance toujours à, évidemment, explorer, étudier, optimiser pour ses clients les ressources du code de la commande publique en ce qu'il permet d'utiliser des formules, finalement, qui ne saucissonnent pas une opération en une multitude de tâches élémentaires et une multitude de responsables, mais qui donne un interlocuteur unique. Voilà. Peut-être, Jacques, pourrais-tu toi aussi nous parler un petit peu te présenter avant que l'on commence? Bien sûr. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Jacques Fournier de Laurière. J'ai présidé assez longuement la Chambre des marchés publics à la Cour d'appel administrative de Paris et je suis à l'heure actuelle conseiller juridique auprès de maîtres d'ouvrage ou d'entreprises, toujours dans le domaine des marchés publics. Voilà. Voilà. Et Jacques, donc nous avons écrit ensemble avec le professeur Cossalter la dernière édition du guide de la commande publique aux éditions du Moniteur. Voilà. Et peut-être peut-on maintenant aller un petit peu plus avant. Voilà. Donc l'idée de ce webinaire et l'idée de cet ouvrage, c'est que aujourd'hui, depuis le code de la commande publique du 1er avril 2019, et même les dernières modifications dont Jacques reparlera tout à l'heure, qui sont intervenues depuis 2 ans, jour pour jour, eh bien, les maîtres d'ouvrage publics disposent d'une boîte à outils très diversifiée pour acheter au mieux de leur stratégie, de leurs intérêts. Vous ne serez pas étonné que nous prenions beaucoup d'exemples dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, d'abord parce que c'est le Moniteur qui nous accueille, et puis parce que c'est notre spécialité, évidemment. Donc, une boîte à outils diversifiée, performante, qui se distingue au niveau européen d'ailleurs par sa précision, sa richesse, et en même temps, parfois, pour les maîtres d'ouvrage, c'est autant d'hésitation, de casse-tête. Il y a des principes, il y a des dérogations, il y a des dérogations aux dérogations pendant une durée limitée, dans des cas déterminés. Et on voit bien que la richesse de cette boîte à outils peut avoir pour inconvénient, finalement, sa complexité à l'utiliser. Or, il nous semble qu'aujourd'hui, dans le cadre de la situation économique du pays, au moment où nous parlons, avec la pandémie, il ne faut peut-être pas hésiter à vraiment utiliser cette boîte à outils parce qu'elle possède des instruments qui peuvent permettre de faire la relance, d'accompagner le plan de relance souhaité par le gouvernement, mais même au-delà du gouvernement, sur 2 points essentiels.
même 3, allez, soyons généreux. D'abord, l'idée qu'il faut aller vite, et vous savez que le plan de relance du gouvernement en matière, par exemple, de travaux, exige, pour être éligible, que les projets soient notifiés avant la fin 2021 et réalisés avant la fin 2023. Donc, allez vite. Et il y a dans la boîte à outils de la commande publique des procédures particulières qui permettent de monter vite un projet, même une grosse opération de bâtiment, alors qu'on sait que ça prend du temps, évidemment, d'acheter du bâtiment. Allez vite. Ensuite, deuxième objectif exigé par le plan de relance, l'écologie, atteindre des objectifs environnementaux, beaucoup de projets de rénovation énergétique, par exemple. Et là, dans le code de la commande publique, il y a des outils qui permettent que l'entreprise s'engage sur la qualité environnementale de ses projets, s'engage sur ses deniers propres. Voilà. Là aussi, ce sont des procédures qui ne sont peut-être pas assez utilisées par les maîtres d'ouvrage publics. Elles peuvent paraître complexes. En fait, le droit est à la fois souple et précis. Et puis, troisième aspect, je dirais la RSE. Au-delà de l'objectif environnemental, vous êtes, pour les acheteurs publics, peut-être qui nous écoutent ou leurs conseils, finalement, nous sommes tous confrontés à une situation, par exemple, de l'emploi, de l'insertion des jeunes, qui est particulièrement compliquée en ce moment. Et bien entendu, la commande publique doit être un levier, surtout pour des projets de construction, de créer de l'emploi. Créer de l'emploi pour les PME, créer de l'emploi pour les jeunes, créer de l'emploi pour les jeunes, ou en tout cas de mettre vers l'emploi des jeunes qui sont en difficulté d'insertion. Et là aussi, tous ces critères sont évidemment intégrables dans le code de la commande publique. Souvent, on a tendance à opposer les marchés globaux, en gros, qui profiteraient à des grandes entreprises, hein, celles, et les moyennes, celles que représente EGF, hein, on ne va pas se cacher, et le fait de créer de l'emploi local pour les plus fragiles, pour les PME, pour les artisans, pour les jeunes. En fait, c'est assez largement un faux débat. Aujourd'hui, si on va vite, en utilisant des formules comme la conception-réalisation, par exemple, on crée de l'emploi tout de suite. On permet de réaliser un projet tout de suite et de l'insertion tout de suite. Voilà donc, il nous semble que dans ce contexte du plan de relance, il y a vraiment intérêt à réexplorer et à prendre la peine d'exploiter cette boîte à outils du Code de la commande publique. Voilà. Je voudrais juste donc survoler un petit peu les grandes formules, vous les rappelez, qui nous sont proposées. Oui, l'idée que globalement, d'ailleurs, au niveau des autorités nationales, notamment de Fininfra, vous savez, le ministère des Finances, ce service du ministère des Finances qui pilote, pour une large part, la politique de l'achat public, il y a cette idée que aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du plan de relance, les projets amenés par les collectivités qui seraient en conception-réalisation ou en marché global de performance sous-entendu énergétique et environnementale, hein, là en l'espèce, eh bien, seraient clairement dans l'esprit du plan de relance. Donc il y a un mouvement qui, nous semble-t-il, doit amener, encore une fois, à bien exploiter notre code de la commande publique. Voilà. Le débat, souvent, pour beaucoup d'acheteurs, il était entre savoir si on allotit ou pas un marché de travaux. Hein, est-ce qu'on fait un marché en lots séparés ou en entreprise générale? Aujourd'hui, il semble que la plupart des acheteurs publics aient défini leurs préférences ou leurs priorités dans ce sujet. En revanche, le terrain nouveau qu'il faut explorer et exploiter peut-être très rapidement, c'est celui des marchés globaux. C'est-à-dire, on ne se contente pas de la mission de travaux, mais on va vers l'amont avec de la conception, des études qui peuvent être faites en même temps, et vers l'aval avec de l'exploitation et de la performance. Et donc, je voudrais juste revenir sur les grands marchés, finalement, les grandes formules qui permettent aujourd'hui, dans notre code, d'avoir ces avantages. D'abord, la conception-réalisation que vous connaissez. Voilà, alors c'est peut-être la slide suivante, voilà, tout simplement. La conception-réalisation, ben, c'est le fait d'associer une réalisation, donc des travaux, dans un même marché, à de la conception et des études. Alors, quel est l'avantage de la conception-réalisation? L'avantage, principalement,
c'est celui de la rapidité. Voilà. Il y en a d'autres, notamment une meilleure gestion des interfaces. Il n'y a pas de trou noir entre ce qui a pu être fait par un maître d'œuvre, des études en amont et ce que l'entreprise va ensuite réaliser, puisque qui est-ce qui exécute le marché? C'est un groupement qui associe un architecte et une entreprise. Donc ce groupement, ensemble, conçoit et réalise le projet. Donc du point de vue du maître d'ouvrage, évidemment, c'est un interlocuteur unique et un confort de ce point de vue, mais le fait d'être associé, ce n'est pas simplement pour être un interlocuteur unique, c'est aussi pour être en interaction permanente, ce qui permet d'optimiser le projet. Optimiser le projet sur le fond et aussi en termes de délai. Tout simplement, il n'y a pas à faire deux marchés pour l'acheteur, un marché de maîtrise d'œuvre, puis un marché de travaux. Hein. On connaît les délais, on connaît aussi aujourd'hui parfois les difficultés qu'on a dans le contexte sanitaire à mener à bien les procédures. En région, j'ai remarqué, j'ai entendu parler de délibérations de commissions d'appel d'offres qui ont été annulées parce que il n'y avait pas le quorum ou parce qu'il y avait trop de personnes malgré l'interdiction, alors qu'il y a une interdiction de se réunir à plus de 6 personnes. Bon, il y a des difficultés aujourd'hui de mener les procédures qui sont déjà longues. Bon, ben là, on ne fait pas deux marchés, on n'en fait qu'un. Et puis, on peut commencer dès la phase de conception, en parallèle, à préparer les travaux. Hein. Et préparer un chantier aujourd'hui, avec les questions aussi liées à la pandémie, c'est devenu encore plus long et compliqué. Parfois, on voit les problèmes d'acheminement de matières premières, d'accès à l'énergie, etc. Les avantages connus de la conception-réalisation de ce point de vue sont peut-être encore plus d'actualité aujourd'hui. À telle enseigne que le gouvernement avait voulu élargir le cas de recours à la conception-réalisation dans le projet de loi de finances. Et comme c'était un cavalier, c'est-à-dire que ça n'avait rien à faire dans le projet de loi de finances, le Conseil constitutionnel a retiré cette disposition qui élargissait le recours à la conception-réalisation, mais qui devrait revenir dans le cadre de la loi climat. De quoi s'agit-il? Il s'agit de permettre, pour les projets qui s'inscrivent dans le calendrier du plan de relance, de recourir à la conception-réalisation dans un nouveau cas qui s'ajoute à ceux qui sont déjà mentionnés dans le Code de la commande publique. Ce nouveau cas, c'est lorsque on améliore la performance énergétique. Alors, on pourrait se dire que ça existe déjà. En fait, ça n'existe pas exactement. Ce qui existe aujourd'hui dans le Code de la commande publique, vous avez la slide qui vous le rappelle, c'est de pouvoir faire de la conception-réalisation, un des cas de conception-réalisation, parmi d'autres, c'est le fait que le projet soit plus performant que la réglementation thermique en vigueur. Donc, encore aujourd'hui, la RT 2012. Demain, il s'agirait donc d'être encore plus performant que la RE 2020, hein, si on reprend cette disposition du Code. Or, ce qui est prévu dans le temps du plan de relance, c'est plus que ça. C'est dès lors qu'il y a une amélioration de la performance énergétique du bâtiment, c'est-à-dire dans la quasi-totalité des cas où il y a une rénovation énergétique, eh bien, on peut recourir à cette procédure accélérée de la conception-réalisation. Le but, hein, clairement, c'est de créer de l'emploi vite, de lancer les projets vite, de relancer l'économie vite, notamment pour les PME. Un petit rappel aussi, parce que c'est souvent méconnu, sur les chantiers qui sont faits par les membres d'EGF, par exemple, donc les grandes entreprises et les ETI que vous connaissez, plus de 60% sont sous-traités à des PME et des artisans. Et parmi ces sous-traitants, plus de 85% sont des PME et des artisans du département ou des départements limitrophes. C'est-à-dire que c'est créer plus vite de l'activité aussi pour les PME et les artisans locaux. Voilà. Donc voilà aujourd'hui l'actualité de la conception-réalisation. On attend le projet de loi climat. On attend du projet de loi climat, donc qu'il réintroduise cet élargissement des cas de recours à la conception-réalisation. La question, puisqu'on est là pour parler des perspectives et du calendrier, c'est de savoir, compte tenu des mois qui se sont écoulés, si les dates glisseront d'autant. Est-ce qu'on sera toujours sur des projets notifiés fin 2021 et réalisés fin 2023, ou est-ce que, puisque le projet de loi climat devrait être adopté à l'automne 2021, selon toute vraisemblance,
on ne va pas décaler d'autant cette procédure. Voilà. Et être plutôt sur des projets notifiés fin 2022 et réalisés fin 2024. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade sur la conception-réalisation. J'ai évoqué la RE 2020. Ce n'est pas le sujet principal de ce webinaire. Évidemment, comme pour vous, c'est pour nous un sujet d'actualité, puisqu'on va commencer dès la fin de l'année 2021. Peut-être que certaines questions y font référence, mais ça ne peut être qu'annexe par rapport à notre objet du jour. Ensuite, le marché global de performance. Alors, c'est un outil, lui, de même que la conception-réalisation associe de l'aval, de l'amont des études à la réalisation. Eh bien, avec le marché global de performance, on peut associer la réalisation de travaux à l'aval, c'est-à-dire l'exploitation et ou la maintenance. Et on peut même aller de l'amont vers l'aval, c'est-à-dire mettre dans un même marché, dans une même opération, conception, réalisation, exploitation, maintenance. L'avantage, encore une fois, bon, la vitesse, l'interlocuteur unique. On n'est pas avec un architecte d'un côté, une entreprise qui fait les travaux de l'autre, un mainteneur qui vient ensuite, avec à chaque fois peut-être des trous dans la raquette possibles. On a un groupement qui est l'interlocuteur unique du maître d'ouvrage. Donc ça va vite, le projet est optimisé, il est mieux pensé. Et puis il y a cet engagement des entreprises, c'est-à-dire du groupement, sur ses deniers propres vis-à-vis du client, sur la performance. Alors, très souvent, on associe le marché global de performance à la performance environnementale, notamment énergétique et même souvent thermique. C'est vrai, c'est l'outil privilégié évidemment pour tous les projets de rénovation énergétique, dans le cadre du plan de relance ou en dehors du plan de relance. Cela dit, il faut juste rappeler que la performance est définie par le Code de la commande publique de façon très large. Ça peut être une performance qui concerne les usages du bâtiment au-delà de tout aspect environnemental, énergétique ou thermique. Voilà. Ça permet aux clients simplement d'avoir non seulement un bâtiment, un ouvrage, mais aussi, je dirais, un produit, un service qui correspondent vraiment à ses attentes. Donc, c'est effectivement, le marché de la performance, c'est quelque chose qui se développe beaucoup au fur et à mesure que la préoccupation environnementale augmente. C'est vraiment, je crois, un sujet d'avenir qui, pour tout le monde, demande aussi de se parler dès le début, le maître d'ouvrage, le groupement, qui comprend l'architecte, l'entreprise, les mainteneurs, les exploitants. Voilà, c'est vraiment un projet global pour une performance globale. Voilà. Dernier marché que je voulais aborder, on tient à en parler, nous les auteurs du guide de la commande publique, c'est le marché de partenariat. Je dis on tient à en parler parce qu'on a parfois le sentiment que le marché de partenariat, l'ancien PPP, n'est plus très à la mode, il a été très décrié et aujourd'hui, voilà, il y a parfois une espèce de réticence ou de méfiance à aller vers du marché de partenariat. Bon, c'est quand même un produit, je dirais, qui permet d'accompagner un maître d'ouvrage, non seulement sur la conception, la réalisation, l'exploitation, la maintenance, mais aussi le financement dans le temps du projet. Et donc, c'est quand même un outil qui peut être utile, qui a de grands intérêts, d'ailleurs qui a un succès au niveau international. Il y a une espèce de paradoxe. Il y a un succès de ces marchés de partenariat au niveau international, généralement opérés et réussis par des entreprises françaises qui en sont devenues les spécialistes sur des grands équipements. Et puis au niveau national, le cordonnier, parfois chez lui, nul n'est prophète en son pays, c'est plutôt ça. Il y a un peu de réticence aujourd'hui. On en parle parce que sur des projets d'une certaine importance, sur des projets où il y a parfois de la valorisation de patrimoine qui peut être réalisée, sur une opération complexe avec des aspects publics, des aspects privés, il y a probablement des marges importantes pour le marché de partenariat. Il y en a aussi sur des équipements publics purs. Voilà. Donc, ce n'est pas un outil à oublier, même s'il est vrai que dans le contexte qui nous occupe,
c'est-à-dire celui du plan de relance post-Covid, c'est peut-être pas ce qu'il faut mettre en avant tout de suite, parce que préparer un marché de partenariat, ça prend du temps, notamment du fait des contraintes qui ont été ajoutées en matière d'études préalables. Mais dans le même temps, ces études préalables, c'est aussi la garantie d'un projet qui réussisse dans la durée. Voilà. Donc, c'est peut-être pas la priorité aujourd'hui, c'est peut-être pas l'outil qu'il faut aller rechercher dans la boîte à outils de la commande publique prioritairement pour relancer l'activité locale à échéance de 1 ou 2 ans, mais c'est quelque chose qu'il ne faut peut-être jamais oublier parce que vous savez, il y a des modes et il est probable que demain, on reparle du marché de partenariat. Je voulais juste, voilà, avec vous, rappeler quels sont les principaux outils de cette boîte à outils adaptée aujourd'hui au contexte qu'est le nôtre. Alors, ça ne se limite pas à conception-réalisation, marché global de performance et marché de partenariat. Il y a d'autres manières de faire plus sophistiquées qui ont trop peu été utilisées jusqu'à maintenant et que peut-être il est le moment de regarder pour réaliser des projets. Je laisse Jacques poursuivre vers ces procédures peut-être encore plus innovantes, mais peut-être bien utiles aujourd'hui. Oui, alors, quelques mots sur des marchés plus novateurs, effectivement. Le premier concerne les possibilités de créer et d'exploiter des CMOP. Vous en avez entendu parler, donc je ne reviendrai pas sur la création et la consistance de cette procédure. Je vous rappelle simplement qu'il s'agit d'un nouveau partenariat public-privé, fondamentalement, mais qu'on appelle partenariat institutionnel, et qui a l'avantage considérable de permettre aux collectivités territoriales qui participent à cette CMOP une participation directe au capital et une participation beaucoup plus poussée à la gouvernance de ces CMOP que dans les concessions classiques. Donc, là encore, Philippe le disait tout à l'heure pour les marchés globaux de performance, contrairement à ce que l'on pense, les CMOP ne sont pas spécifiquement destinés à des opérations d'aménagement, mais à tout type de construction. Il ne faut pas l'oublier et on voit depuis maintenant une année à peu près se développer des CMOP à peu près dans tous les domaines, y compris dans de purs projets de construction d'ouvrages. Donc là encore, et comme le disait Philippe à l'instant, on a une opportunité qui est une opportunité qui permet aux collectivités territoriales, certes, ce n'est pas une procédure extrêmement rapide, mais c'est une procédure qui permet à l'acheteur public, au maître d'ouvrage, de monter avec un opérateur privé une opération complexe, mais très largement prévue en amont, avec une grande fiabilité en matière de résultats et en matière de participation à la gestion. Donc, pour nous, auteurs de ce guide, il apparaît clairement que la CMOP est une procédure d'avenir en matière de contractualisation publique. Donc, si vous avez ultérieurement des questions, on abordera peut-être plus précisément, mais il y a des possibilités très importantes en matière de CMOP, avec en particulier, je vous rappelle, la sécurisation aujourd'hui donnée à peu près par une réponse ministérielle du fait que les marchés subséquents sont bien des marchés de droit privé et ne nécessitent pas la remise en concurrence à partir du moment où un certain nombre de précautions juridiques ont été prises en amont. Voilà. Si vous voulez bien passer à la slide suivante. Merci. Quelques remarques complémentaires sur aujourd'hui des montages que l'on appelle complexes, des marchés complexes. On voit apparaître effectivement des marchés dérivés, comme l'on dit, c'est-à-dire qui ne rentrent pas facilement dans une des catégories dont Philippe a parlé précédemment. Et en particulier, nous voudrions mettre l'accent sur un cas spécifique qui est l'incitation à mobiliser le foncier public. Vous savez que dans le plan de relance et avant même le démarrage du plan de relance, le gouvernement avait beaucoup insisté sur la nécessité de mieux utiliser le foncier public, qui de notoriété publique qui est peu et mal utilisé. Et nous voyons apparaître aujourd'hui donc des marchés qui s'intègrent dans l'une des catégories dont a parlé Philippe tout à l'heure, mais qui intègrent en plus l'utilisation du foncier public, avec en particulier intégré dans des appels d'offres classiques de marché global,
des ventes sous condition d'utilisation de certains bâtiments, terrains ou bâtiments, ce qui a un avantage très considérable pour les collectivités territoriales en particulier, et pour la rapidité et la possibilité de créer, de réaliser des opérations, c'est la réduction considérable du coût direct en la matière. Et nous voyons donc des collectivités mettre dans l'opération l'achat par l'opérateur économique de terrains ou de bâtiments à réhabiliter dont il assure par la suite l'utilisation et l'exploitation. Donc on voit apparaître ces montages dits complexes qui ne créent aucune difficulté particulière. Et je vous rappelle, depuis les lois 2017 en particulier, facilitant très largement l'utilisation du domaine public, sont devenus plus simples de conception et de montage. Nous passons au slide suivant. Merci. Une précision toutefois par rapport à ce que Philippe a dit, c'est-à-dire une priorité en quelque sorte donnée à la notion de marché global. Il faut toutefois rappeler que depuis un décret du 7 mai 2017, qui a été intégré aujourd'hui dans le Code de la commande publique, je vous rappelle que le rôle de la maîtrise d'œuvre à l'intérieur des marchés globaux a été précisé et préservé, avec une obligation de définir précisément l'équipe chargée de la maîtrise d'œuvre dans le cadre d'un marché global. C'est une précision importante car on entend parfois de la part de certains, en particulier parfois de certains architectes, considérer que le marché global porte atteinte en quelque sorte à l'autonomie de la maîtrise d'œuvre. Je vous rappelle donc que ce décret est un décret particulièrement important puisqu'il rend strictement obligatoire la définition en amont de l'équipe chargée de la maîtrise d'œuvre et la définition de la mission que cette équipe a précisément dans le déroulement du chantier. Donc on a bien la préservation de l'originalité de la mission de maîtrise d'œuvre à l'intérieur du groupement qui est chargé du marché global. Par contre, il faut remarquer, contrairement à ce qu'on avait pu lire à un certain moment, il n'existe aucune obligation que l'équipe chargée de la mission de maîtrise d'œuvre, et qui est ainsi définie, comme je viens de le dire, soit juridiquement distincte de l'entreprise attributaire du marché global, ce qui veut donc bien dire que la maîtrise d'œuvre peut être assurée par une entité de l'entreprise ou du groupement attributaire du marché global. Nous passons au slide suivante. Merci. En dehors de la facilitation au recours au marché global, il faut noter aussi, c'est maintenant une évolution qui date de plusieurs années, mais qui a été renforcée, une incitation à la facilitation du recours à la négociation. Comme Philippe le disait tout à l'heure, il y a une volonté gouvernementale très claire d'améliorer la qualité des contrats et très clairement de faciliter l'exécution des travaux en termes de tenue des délais et de tenue des objectifs de qualité. Donc on a une recherche de gagnant-gagnant, c'est-à-dire que tout le monde sait bien aujourd'hui, aussi bien en France qu'au plan européen, que la négociation est un gage puissant de qualité du contrat passé et donc de qualité de l'exécution des travaux. Nous avons en France eu une tradition de l'appel d'offres direct, nous sommes bien d'accord, sans négociation. Cette tradition manifestement est derrière nous et nous aurons de plus en plus un appel à négocier comme étant encore une fois une amélioration très considérable de la qualité de la commande publique. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Nous allons donc avoir pour cela des évolutions très claires avec des appels d'offres avec les phases de négociation. Vous savez qu'aujourd'hui, cette procédure est possible pour tous les marchés de travaux, puisque aucun des marchés de travaux ne sont des travaux standards par définition et par voie de conséquence. L'appel d'offres avec négociation, avec procédure de négociation possible, qui n'est jamais une obligation pour le maître d'ouvrage, eh bien, existe pour tous les marchés de travaux. Donc aujourd'hui, en France, et c'est une très profonde évolution, comme vous le savez, il est possible de négocier pour tout marché de travaux, ou tout marché en général, d'ailleurs, présentant un caractère non totalement standardisé. Donc en réalité, dans l'immense majorité des marchés passés dans le cadre de la commande publique.
Deuxième évolution très claire, le développement des possibilités, une meilleure gestion par les différents intervenants de la procédure de dialogue compétitif. Alors, ce n'est pas une procédure traditionnelle en France, comme vous le savez, c'est une procédure européenne, importée essentiellement des pays du nord de l'Europe, mais on voit se développer cette procédure de dialogue compétitif avec une maîtrise meilleure par les intervenants. Le reproche qui était fait à cette procédure de dialogue compétitif était d'être longue et peu sécurisée sur le plan juridique. Incontestablement aujourd'hui, des progrès se font jour. Les maîtres d'ouvrage renoncent à avoir des 5, 6, 7 tours de négociation, ce qui effectivement devient un délai absolument déraisonnable et un engagement financier pour les entreprises également déraisonnable. Et le principe du cloisonnement des négociations, ce qu'on appelle l'étanchéité, c'est-à-dire la protection des idées de chacun des intervenants dans le dialogue, est beaucoup mieux assurée aujourd'hui qu'elle ne l'était ces dernières années. Donc, on devrait, dans les perspectives, voir se développer ce mode de négociation qui est le dialogue compétitif, qui effectivement est le mode de négociation qui fait le mieux appel à ce qu'on appelle l'ingénierie civile, c'est-à-dire la capacité que vos interlocuteurs entrepreneuriaux soient capables de vous apporter quelque chose en termes de conception. Un dernier mot peut-être sur ces évolutions faisant appel à la négociation, avec les évolutions concernant les appels à projets et les appels à manifestation d'intérêt. Vous savez qu'il en est beaucoup question. Pour l'instant, il n'y a pas eu, contrairement à ce que beaucoup attendaient, d'évolution textuelle en la matière, c'est-à-dire que ces procédures sont toujours aussi mal encadrées. C'est-à-dire que personne ne sait, il faut bien l'avouer aujourd'hui très exactement, à quoi correspondent ces procédures, si ce n'est à des procédures d'avant-projet, si j'ose dire. Vous avez une jurisprudence déjà sur les appels à projets, vous le savez, qui concernait ce qu'on a appelé l'affaire des passerelles de la ville de Paris. Donc, ce n'est pas un moyen de contractuer, de contractualisation, mais c'est un moyen d'approcher une procédure de contractualisation. Voilà. Je vous propose de passer au slide suivant. Merci. Nous passons maintenant à l'actualisation de ce que nous venons d'analyser, c'est-à-dire qu'est-ce qui est intervenu en 2020 et 2021 en matière d'adaptation. La caractéristique que vous connaissez toutes et tous, bien évidemment, c'est une adaptation permanente à une situation de crise sanitaire d'une part, et d'autre part, à une évolution beaucoup plus structurelle vers un achat public éco-responsable et durable. Donc, première mesure, voire mes types de mesures sur lesquelles je passerai rapidement parce que vous les connaissez, vous savez qui ont été prises tout au long de l'année 2020 et au début 2021, des mesures pour sécuriser l'exécution des contrats en cours, avec d'une part le report des délais d'exécution et d'autre part la question de la gestion des coûts des arrêts de chantier, des reprises d'activité. Slide suivant. Merci. Donc, ceci a rencontré des difficultés qui, pour l'instant, ne sont pas levées. C'est la mise en œuvre des notions de force majeure et d'imprévision. Vous savez bien évidemment que les textes n'ont absolument pas évoqué des questions théoriques de force majeure ou d'imprévision, mais ont traité des problématiques opérationnelles. Incontestablement, ce qui est aujourd'hui à peu près acquis, c'est que la période d'arrêt des chantiers, proprement dit, est liée au premier confinement, ressort bien de la notion de force majeure. Et nous avons pour cela une jurisprudence du tribunal de Paris, dans un marché privé qui opposait Total à Aéroport de Paris, qui a bien noté que cette période pouvait être assimilée à un cas de force majeure. Je vous rappelle que la reprise d'activité et donc les surcoûts relèvent de la notion d'imprévision. Dans les deux cas, rien n'est clairement prévu aujourd'hui en matière de prise en charge par la maîtrise d'ouvrage des surcoûts, ni des coûts d'arrêt de chantier, ni des surcoûts liés aux conditions sanitaires de la reprise des chantiers. Donc, nous n'avons aucun encadrement juridique à ce sujet. Le courrier et la lettre du Premier ministre incitent simplement
les maîtres d'ouvrage publics à faire preuve d'empathie, si j'ose dire, c'est-à-dire à analyser avec sympathie les demandes formulées par les entreprises. Mais il n'y a rien de plus précis et il n'y a pas d'engagement donc aujourd'hui de prendre en compte un pourcentage de ces surcoûts. Tout est affaire donc de négociation. Plusieurs contentieux sont en cours et il faudra attendre donc plusieurs mois pour connaître exactement le positionnement du juge administratif sur ces questions, comme du juge privé d'ailleurs sur des questions de marché privé. Donc, je vous propose d'avancer. Merci. De façon plus structurelle, sont intervenues donc des mesures importantes qui tiennent à la loi, l'application de la loi ASAP, donc les mesures d'accélération et de simplification de l'action publique d'une part, et la loi de finances 2021. La plupart de ces mesures, il faut le noter, sont limitées dans le temps, mais pas toutes. Donc, nous avons sur la loi ASAP, je voudrais faire rapidement le bilan. Je vous rappelle qu'a été validé le relèvement du seuil de la dispense de procédure pour les marchés de travaux à 100 000 € hors taxe. Vous savez que cette dispense est prévue d'être applicable jusqu'au 31 décembre 2022, avec le rappel du Conseil constitutionnel que dans ces attributions de marché jusqu'à 100 000 € devait s'appliquer l'égalité d'accès à la commande publique, ce qui va de soi, si j'ose dire, mais qu'il vaut mieux rappeler. Donc, première hypothèse. Deuxième hypothèse, est prévue aujourd'hui une dispense totale de procédure de passation justifiée par un motif d'intérêt général. Un petit point là-dessus, cette disposition a fait couler beaucoup d'encre. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il est acquis que cette idée qu'un maître d'ouvrage peut se dispenser de toute procédure pour passer un marché public sans limitation de montant sur un motif d'intérêt général n'est absolument pas une décision des maîtres d'ouvrage, mais bien exclusivement la possibilité conférée au pouvoir réglementaire de prendre rapidement, par voie réglementaire justement, des décrets en ce sens, autorisant les maîtres d'ouvrage à prendre telle ou telle dérogation en matière de passation. Donc ce n'est pas une décision de gré à gré du maître d'ouvrage, mais bien une habilitation, si je veux dire générale, du pouvoir réglementaire. On retrouve le même sens lorsque a été adoptées les dispositions tenant aux circonstances exceptionnelles. La loi SAP insère dans le Code de la commande publique 2 nouveaux livres concernant les marchés publics d'une part et d'autre part les concessions, et qui permettent là aussi au pouvoir réglementaire d'adopter très rapidement, c'est-à-dire sans habilitation parlementaire, immédiatement des décisions par voie de décret qui permettent des modalités de simplification de passation, des prolongations de délais, d'absence de sanctions, dans tout un arsenal permettant d'adapter les marchés publics aux circonstances exceptionnelles. La loi SAP toujours prévoit une protection renforcée des entreprises en redressement judiciaire, toujours dans cette perspective d'adaptation des marchés publics au temps de crise, avec, vous le savez, la possibilité pour des entreprises en redressement de présenter des candidatures et l'impossibilité pour un maître d'ouvrage de résilier un marché ou une concession sur ce simple motif. Donc, vous avez toute une série de modifications qui ont été apportées. Pour les marchés globaux de performance, une précision, il a été par exemple prévu que pour la Société du Grand Paris, cette dernière pouvait, dans les travaux d'infrastructure prévus pour les travaux du Grand Paris, prévoir une adaptation de ces marchés qui autorise les titulaires des marchés d'infrastructure à utiliser les terrains proches des gares pour construire et exploiter des bâtiments. Donc nous avons bien là encore une extension assez considérable de la portée de la notion de marché global. Mais en même temps, Philippe le disait tout à l'heure, nous avons une protection accordée à l'accès des PME à la commande publique, puisque, vous le savez, aujourd'hui, et vous le savez sans doute aussi, un décret
du 30 mars très exactement 2021 vient de préciser que le pourcentage obligatoire de travaux concédés à des PME par voie directe ou par sous-traitance dans les marchés globaux était fixé à 10% et que d'autre part, ce taux de participation des PME était bien un critère d'attribution, ce qui veut donc dire que le taux de 10% est un taux à minima et que les entreprises, en candidatant, peuvent proposer des sous-traitances plus élevées accordées aux PME. Nous avons donc là une protection nouvelle et importante accordée aux PME dans tous les marchés globaux, ce qui auparavant n'existait que dans les marchés de partenariat. Je vous propose d'avancer. Merci. Nous avons des évolutions incontestablement inachevées. Les évolutions liées à la crise sanitaire et au plan de relance, incontestablement, je vous le disais tout à l'heure, la prise en compte des surcoûts reste une notion non réglée par voie réglementaire ou législative. Les clauses de revoyure et la compatibilité des clauses de revoyure avec la notion de prix ferme et définitif, qui, je vous rappelle, est un principe du Code de la commande publique, n'est pas à ce jour non plus clairement élucidée. Et dernier élément qui était un élément en évolution complète, c'est l'insertion d'un critère obligatoire développement durable dans les marchés publics. Alors, à ce sujet, deux remarques sur cette évolution vers une commande publique plus durable. Nous avons eu très récemment également un décret du 10 mars 2021 qui vient de spécifier les conditions de mise en œuvre de la loi d'économie circulaire. Et vous savez que ce décret établit la liste des produits concernés par l'obligation d'acquérir des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou l'intégration des matières recyclées. Eh bien, ce décret précise bien les conditions d'application, fixe des pourcentages moyens par catégorie de produits, en général 20%, mais avec des pourcentages potentiellement supérieurs. Je vous rappelle que ces seuils seront calculés sur une année civile, à compter d'ailleurs de la mise en œuvre de ce décret. Deuxième remarque, le projet de loi climat. Vous avez suivi toutes et tous, je suppose, l'évolution du projet et il n'est pas à ce jour bouclé, loin de là. Mais déjà, nous avons la proposition de modification de l'article 2112-2 du Code de la commande publique qui va imposer la prise en compte de considérations environnementales dans les conditions d'exécution des marchés, normalement par l'imposition de spécifications techniques dans les clauses contractuelles. Et deuxième modification particulièrement importante, l'article 2152-7 du Code de la commande publique, dans lequel il est prévu d'ajouter un critère obligatoire lié aux caractéristiques environnementales dans le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, à l'exception des concessions, il faut le remarquer. Ce qui veut donc dire très clairement que dans chaque marché public devra être prévu un critère d'attribution lié aux caractéristiques environnementales de l'offre présentée par une entreprise. Il faut tout de suite remarquer que le délai de mise en œuvre de ces évolutions est un délai de 5 ans maximum qui devra être précisé très prochainement par décret. Un dernier mot peut-être là-dessus. Il faut quand même remarquer cette évolution vers un développement plus durable, c'est-à-dire des critères environnementaux, pour faire simple, continue a priori à se heurter à ce qui est toujours prévu dans le Code de la commande publique et que le Conseil d'État a mis en œuvre dans sa jurisprudence Nantes Métropole du 25 mai 2018, c'est-à-dire qu'il faudra toujours que ce critère environnemental soit bien lié à l'objet du marché pour être légal. Je vous propose d'avancer dans les slides. Quelques remarques donc sur des évolutions plus structurelles qui à ce jour n'ont pas été abordées. La question des clauses potentiellement déséquilibrées dans les contrats publics, avec des transferts parfois manifestement abusifs de responsabilité et de risque vers l'entreprise,
qui est une question récurrente à l'heure actuelle et qui n'est pour l'instant pas traitée. On peut constater une obligation pour l'entreprise de participer de plus en plus à la conception de l'ouvrage avec des dossiers relativement mal finis au moment de la passation et donc dans lequel les plans d'exécution deviennent en fait souvent des modifications de conception, ce qui est une très grande difficulté aujourd'hui dans l'exécution du marché, dans les coûts supplémentaires et dans la répartition des risques, avec toujours cette notion de forfait peu définie en droit français à l'heure actuelle. Je vous propose d'avancer. Merci. Un point également qui est à l'heure actuelle en suspens parce qu'il n'y a pas d'évolution législative. Il avait été question à un moment que le gouvernement fasse une proposition de modification législative pour préciser quelles sont les conséquences de la jurisprudence de Normandie, qui, je vous rappelle, indique clairement que pour que le maître d'ouvrage soit responsable d'une évolution d'un coût d'un marché, il faut établir une faute directe du maître d'ouvrage dans la conception ou l'exécution de l'ouvrage. À ce jour, il n'y a pas eu de précision législative intervenue. Nous en sommes toujours donc à cette jurisprudence et il faudra incontestablement avoir des précisions sur les conditions de mise en jeu et du maître d'ouvrage et des autres intervenants à l'acte de construire dans ce domaine. On peut toutefois noter une évolution de la jurisprudence plus favorable aux demandes des entreprises depuis quelques mois maintenant dans certaines cours d'appel. Nous abordons le dernier slide, je crois, qui est le nécessaire rééquilibrage des relations contractuelles en matière d'exécution des marchés de travaux, des marchés publics en général et particulièrement des marchés de travaux. Vous savez que le droit français de la commande publique se caractérise par des prérogatives de puissance publique extrêmement fortes accordées aux maîtres d'ouvrage publics. C'est une tradition française. C'est une tradition de plus en plus contestée dans son ampleur. Vous savez très bien que le nouveau CCLG est intervenu le 1er avril et que des questions comme la valorisation des OS exécutoires, les pénalités de retard, les procédures de réception, de modalités de DGD ont été légèrement modifiées. Incontestablement, il y aura des évolutions à prévoir également dans ces domaines pour sûrement rééquilibrer les relations contractuelles en matière d'exécution de marché public. Je crois que nous avons terminé ici les slides qui étaient prévus. Voilà. Écoutez, messieurs, je vous remercie donc pour votre présentation. Alors, nous avons eu quelques questions qui ont été posées. Je vous laisse quelques instants pour les consulter et puis pour y répondre ensuite. Je vous demande de rester tous connectés. Oui. Oui, alors peut-être répondre à des questions qui pesaient selon lesquelles j'ai évoqué la possibilité de passer des appels d'offres avec une phase de négociation. Alors il s'agit bien de la procédure dite avec négociation. Vous avez tout à fait raison. L'expression que j'ai utilisée pouvait prêter à confusion. L'appel d'offres classique interdit tout à fait la possibilité de négocier. Vous avez absolument et tout à fait raison. Sauf qu'il ne faut pas oublier que la procédure d'appel d'offres classique permet aujourd'hui une phase de questions-réponses en amont qui est une question
qui n'est pas de la négociation, mais qui est une phase très importante pour préciser le contenu des engagements respectifs du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et des entreprises de l'autre côté. Mais ce n'est pas une négociation. Par contre, vous avez tout à fait raison, c'est la phase dite avec négociation qui est permise par le Code de la commande publique aujourd'hui systématiquement, ce qui fait que tout maître d'ouvrage peut aujourd'hui décider de passer un marché avec une phase de négociation telle que prévue dans le Code de la commande publique. Oui. Oui, je vous écoute. Je crois qu'on vous a transmis d'autres questions qui arrivent un petit peu au fur et à mesure. Excusez-moi, j'en prends. Oui, tout à fait. Il y a un amendement, effectivement, qui prévoit d'étendre aux concessions. Vous avez tout à fait raison. Pour l'instant, ceci n'est pas adopté par définition. Alors, la question 6 est « Bonjour, pouvez-vous citer des jurisprudences favorables aux entreprises dans le cadre du recours réclamatoire ?» Alors, nous avons effectivement, il serait un peu fastidieux de vous citer les jurisprudences exactes. Si cela vous intéresse, on pourra vous les communiquer par le biais du moniteur sans difficulté, mais nous avons plusieurs décisions de la Cour d'appel de Nancy, de la Cour d'appel de Bordeaux et de la Cour d'appel de Marseille qui ont fait évoluer la notion de faute directe du maître d'ouvrage en matière de suivi de l'exécution des travaux. Parce qu'en réalité, la question est de savoir ce qu'on appelle une faute directe du maître d'ouvrage. D'accord, le Conseil d'État a dit qu'il faut une faute directe. Il a un peu précisé ce dont il s'agissait et il a en particulier dit qu'il peut y avoir une faute directe que constitue le manque de suivi par le maître d'ouvrage du chantier. C'est-à-dire en clair que malgré les avertissements nombreux et concordants des entreprises exécutant le chantier, le maître d'ouvrage est resté totalement passif face au manquement des différents intervenants à l'opération, soit de son maître d'œuvre, soit d'autres intervenants, si vous êtes par exemple dans un marché à l'eau séparée. Alors incontestablement, ces jurisprudences semblent évoluer vers une prise en compte simplifiée, on va dire, plus souple, de cette notion de faute du maître d'ouvrage. Mais pour cela, il faut que les entreprises réclamatoires qui font l'opération en réclamation démontrent précisément avoir mis en cause au long du marché l'attitude du maître d'ouvrage, c'est-à-dire très clairement établissent la traçabilité complète, significative de la totalité des alertes qu'elles ont adressées au maître d'ouvrage sous une forme précise, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir, pour faire simple, condamné l'attitude du maître d'œuvre, il faut aussi avoir mis le maître d'ouvrage face à ses responsabilités de maître d'ouvrage, comme son nom l'indique. Et dans ce cadre-là, nous avons effectivement des jugements, des arrêts plus exactement, puisqu'il s'agit de cours d'appel, qui retiennent, alors en tout ou partie, bien évidemment, l'action réclamatoire des entreprises, en considérant que oui, le maître d'ouvrage ne s'est pas suffisamment impliqué pour faire cesser, dans des délais raisonnables, des comportements non conformes aux obligations contractuelles des différents intervenants au marché. Voilà. Donc, c'est une évolution très claire aujourd'hui, qui à ce jour n'est pas confirmée par le Conseil d'État pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas eu à ce jour à se prononcer sur ces différentes évolutions. Alors, je lis une autre question. En attendant les précisions de la loi climat, un maître d'ouvrage public peut-il lancer une construction sans amélioration à l'ART dans le cadre de relance avec notification? Alors, normalement, non. Normalement, à l'heure actuelle, et en attendant des précisions de la loi climat,
les conditions de recours à la conception-réalisation restent celles prévues par les dernières évolutions en cours, c'est-à-dire, je vous rappelle, prévoyant donc une amélioration par rapport à l'AFT ou une amélioration pour du bâtiment neuf ou une amélioration par rapport au bâtiment existant concernant une réhabilitation. Alors, il faut quand même noter tout très clairement, enfin, sauf pour les bailleurs sociaux qui, je vous rappelle, ont une possibilité de recours systématique. Il faut quand même rappeler que les projets, la très grande majorité des projets, vont prévoir soit une amélioration à la RT pour des bâtiments neufs, même marginale, puisqu'on est toujours sur la RT 2012, soit une amélioration de l'état précédent du bâtiment en matière de réhabilitation. Il serait quand même curieux d'envisager une réhabilitation sans amélioration énergétique. Donc en réalité, les critères précédents permettent aujourd'hui, à ma connaissance, un très large recours à la conception-réalisation. Et nous pouvons constater, en termes de contentieux, une disparition presque totale des contentieux en matière de recours à la conception-réalisation. Voilà. Alors, il y a une autre question. L'extension prévue de la possibilité de recourir à la conception-réalisation dans tous les cas d'amélioration de la performance énergétique, quels seront ou seraient les garde-fous? Vous voulez dire par là quelles seraient les possibilités de limiter le recours à la conception-réalisation? Bien, il n'y en a pas, puisque, a priori, cette évolution serait très clairement faite pour rendre le recours à la conception-réalisation extrêmement facile, c'est-à-dire pour faciliter vraiment le recours à la conception-réalisation sur une période donnée, nous sommes bien d'accord là-dessus, et dans des conditions données. Donc, il n'est pas normalement prévu des garde-fous, sauf peut-être ce qu'avait envisagé le Sénat, c'est-à-dire de limiter ce recours systématique à la conception-réalisation à un certain montant de travaux. Il avait été question d'1 million d'euros, par exemple. Voilà. Autre question, compte tenu de l'insertion prochaine de critères liés au développement durable, les collectivités n'auraient-elles pas intérêt à se doter, même si cela n'est pas obligatoire dans ce PASER? Oui, bien sûr. Je vous rappelle quand même que l'insertion obligatoire des critères liés au développement durable est une obligation décalée dans le temps. On ne le lit pas assez souvent. Dans le projet actuel, et le ministre de l'économie l'a bien rappelé, il n'est pas question d'introduire l'obligation de ces critères immédiatement. Le délai prévu est un délai maximum de 5 ans. Comme je vous le disais, il sera défini par décret. Il est possible d'ailleurs qu'en cours de discussion, la loi climat réduise ce délai. Il y a des amendements en ce sens. Je vous rappelle que l'objectif du gouvernement est de décaler dans le temps l'obligation du critère obligatoire environnemental de façon à ne pas favoriser immédiatement trop les grandes entreprises qui sont réputées avoir plus de facilité pour intégrer vite, rapidement et efficacement des critères environnementaux dans leurs offres. Donc voilà, il y a toujours cette ambiguïté qui est que le critère environnemental est perçu comme une amélioration très considérable dans le verdissement de la commande publique, mais qu'en même temps, tout le monde est bien d'accord sur le fait que c'est un avantage concurrentiel accordé à des entreprises qui sont en situation d'avoir une ingénierie interne capable de proposer des critères environnementaux crédibles, opérationnels et quantifiables. Donc voilà, ce n'est pas pour tout de suite incontestablement, sauf encore une fois évolution surprenante de la rédaction de la loi climat. La jurisprudence très inadaptée à la réalité de la vie des entreprises est-elle amenée à évoluer avec les CCAG? Alors, je ne sais pas de quelle jurisprudence il s'agit, mais je suppose qu'il s'agit de la jurisprudence Haute-Normandie.
dont j'ai parlé. Alors non, la jurisprudence Haute-Normandie ne sera pas du tout impactée par les nouveaux CCAG et elle reste donc dictée par l'arrêt Haute-Normandie et les arrêts suivants du Conseil d'État qui définit la possibilité de mise en cause du maître d'ouvrage comme étant liée à une faute directe. Alors nous attendons, pour ceux que ça peut intéresser, une jurisprudence, nous l'attendons toujours, une jurisprudence du Conseil d'État qui va devoir se prononcer sur la responsabilité de la maîtrise d'œuvre en faute de conception, dans la mesure où, dans un arrêt de la Cour d'appel de Nancy, il avait été reconnu faute de conception, mais aucune implication de maîtrise d'ouvrage. Par voie de conséquence, l'entreprise concernée a attaqué la maîtrise d'œuvre et nous attendons donc la jurisprudence du Conseil d'État qui est très intéressante puisque je rappelle que dans ce cas-là, la procédure réclamatoire ne se fait pas sur une responsabilité contractuelle par définition puisque l'entreprise n'a pas de lien contractuelle avec la maîtrise d'œuvre. Donc, nous attendons avec beaucoup d'intérêt les jurisprudences dans ce domaine. Une dernière précision peut-être, puisque je vois qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Je vous rappelle que le Conseil d'État a bien jugé qu'une entreprise pouvait attaquer dans la même procédure, simultanément, à la fois la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et tout autre intervenant potentiellement responsable en matière réclamatoire. Donc, il peut y avoir aujourd'hui une unicité de procédure directement et immédiatement. Donc, l'entreprise n'est pas obligée d'attaquer le maître d'ouvrage dans un premier temps, être déboutée et se retourner vers les autres intervenants. L'entreprise a le droit d'attaquer tout le monde, si je veux dire, qu'elle estime être potentiellement responsable. Voilà. Alors, sur Total Aéroport de Paris, ce n'est pas une jurisprudence du tribunal administratif, mais du tribunal judiciaire. Je n'ai pas en tête l'exacte référence, mais là aussi, elle peut vous être fournie. Tout marché de travaux est-il éligible à la procédure de négociation? Oui, à l'heure actuelle, là encore, nous n'avons pas de jurisprudence précise, mais les dernières notes de l'EDG à ce sujet sont claires. Et il semble bien que ce soit le cas, puisque, encore une fois, les marchés de travaux ne sont pas réductibles des marchés totalement standardisés, et à partir du moment où il y a adaptation, il y a négociation possible. Alors, je lis une question un peu longue, excusez-moi. Que pensez-vous de l'arrêt Conseil d'État 15 février 2021, Commune de Toulon, qui affirme qu'apprécier un critère financier sur la base des seules déclarations des candidats sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité d'en contrôler l'exactitude peut caractériser de la part de l'autorité concédante un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence et faire naître un doute sérieux quant à la validité du contrat. Oui, oui. C'est-à-dire que nous avons une évolution du Conseil d'État, de la jurisprudence du Conseil d'État qui est conforme à ce qui est de plus en plus clair, c'est-à-dire qu'il faut que le maître d'ouvrage, quand il décide de l'attribution d'un marché, le décide à partir d'éléments parfaitement objectivables. Et c'est une des évolutions dans ce domaine qui rend d'ailleurs nécessaire pour le maître d'ouvrage des précautions plus importantes peut-être qu'il y a quelques années en matière de passation. Je continue. Est-il possible de se dispenser le concours de maîtrise d'œuvre alors même que nous atteignons les seuils et se contenter d'une procédure adaptée pour une procédure d'extension sur un terrain sur lequel existe déjà un bâtiment? Alors là-dessus, la réponse n'est pas d'une clarté limpide. Vous savez que les dispenses de concours de maîtrise d'œuvre sont en cours d'évolution. Il a simplement été décidé que le maître d'ouvrage était dispensé du concours de maîtrise d'œuvre, d'une procédure de concours, chaque fois que le marché de maîtrise d'œuvre en était lui-même dispensé. Donc, nous évoluons un petit peu, mais il n'y a pas de réponse très claire aux questions que vous posez à l'heure actuelle. C'est une certitude.
Est-ce que les acheteurs ont assez de compétences et de moyens pour mettre en œuvre des critères environnementaux? Alors ça, c'est une excellente question, si j'ose dire. Voilà, personnellement, et je crois qu'à peu près tout le monde est bien d'accord sur la question, il est évident que les acheteurs n'ont pas assez de compétences à l'heure actuelle, les acheteurs pris dans leur immense majorité, ni de moyens pour mettre en œuvre des critères environnementaux et les apprécier avec un niveau d'objectivité suffisant. Voilà, donc il est incontestable que le délai de mise en œuvre d'obligation du critère environnemental est sûrement bien vu aujourd'hui, car il est plus facile d'en parler que de le mettre en œuvre, le critère environnemental, surtout d'en définir très exactement la consistance et d'en définir l'appréciation objective dans une analyse des offres. Alors, je vous rappelle qu'à partir du moment où le critère environnemental sera obligatoire, il sera parfaitement laissé à la discrétion de l'entreprise d'y répondre sous telle ou telle forme. Et par voie de conséquence, cela va rendre assez complexe l'analyse, nous sommes bien d'accord, l'analyse comparative des offres. Donc, c'est une vraie question que vous soulevez et elle est parfaitement exacte et elle est parfaitement justifiée. Donc pour l'instant, non. L'immense majorité des acheteurs ne sont pas en état de produire une analyse suffisamment sécurisée des offres. Car il faut bien comprendre que le critère environnemental, dans son comparatif complexe, va ouvrir une possibilité de contestation juridique de l'appréciation qui a été faite par le maître d'ouvrage de tel ou tel critère. C'est une évidence. Voilà. C'est la raison pour laquelle, je vous rappelle, il est pour l'instant absolument pas question de revenir sur la jurisprudence Nantes Métropole qui exclut totalement des critères, les critères génériques, comme l'on dit, RSE, c'est-à-dire la possibilité pour le maître d'ouvrage d'apprécier le comportement RSE d'une entreprise, sa politique globale. Tout le monde sait très bien que sur ce terrain-là, l'objectivité de l'analyse est extrêmement complexe à être atteinte et par voie de conséquence ouvrirait des possibilités extrêmement nombreuses de contentieux. Monsieur Fournier-Lorlière, je vous remercie donc de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Monsieur Mazet, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, mais je crois que vous avez eu un problème pour intervenir. Si vous voulez essayer de réintervenir. Non, visiblement, on ne vous entend pas. Bon, écoutez, je pense qu'on peut mettre fin à ce webinaire. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir. Donc, je remercie bien évidemment les participants, M. Mazet, M. Fournier-Lorlière, d'avoir pour cette présentation et pour avoir répondu à toutes ces questions. Je remercie les participants d'avoir assisté à ce webinaire et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, le 15 avril à 9h30, pour un webinaire consacré au nouveau CCAG de maîtrise d'œuvre. Il sera animé par M. Christian Romont, secrétaire général de l'AMIC, qui a directement participé à l'élaboration de ce nouveau CCAG maîtrise d'œuvre. En attendant, vous pouvez consulter notre base de données de Monitor Juris régulièrement mise à jour. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie. Bonjour, au revoir à tous. Merci, au revoir.